Et donc pour la dernière communication qui n'est que... Ces essais ne sont que des exemples de ce que French fait, bien sûr, ce n'est loin d'être exhaustif. On a choisi des exemples emblématiques et transversaux, notamment oncologiques. J'ai demandé à Gilles Manceau, donc de Paris, de la Pitié, de venir nous parler d'un essai qui s'appelle l'essai CEL, qui est une phase 3, qui s'intéresse tout particulièrement à une population de sujets âgés, pour voir si l'approche laparoscopique dans cette population a un intérêt ou pas. Merci Gilles. Donc, bonjour, je m'appelle Gilles Manceau, je suis chef de clinique en chirurgie digestive à la Pitié-Salpêtrière dans le service du professeur Vaillant, et je voulais remercier sincèrement l'Académie nationale de chirurgie qui m'a invité pour parler de cet essai qui a été designé par French et qui vise à évaluer chez les patients âgés opérés d'un cancer du côlon, de comparer la voie d'abord cystoscopique à la laparotomie. Alors pourquoi l'idée de cet essai? En fait, pour plusieurs constats. Premièrement, parce que si on regarde la population française, actuellement en 2015, il y a 66 millions d'habitants en France et le groupe des personnes de plus de 75 ans représente 9% de la population française. Et quand on se projette en 2050, ce qui est finalement une projection à assez court terme, on va s'apercevoir que le groupe de la population des plus de 75 ans va représenter, du fait de l'augmentation de l'espérance de vie et du vieillissement de la population française, au total 16% de la population. Premier point. Le deuxième point, c'est que quand on parle du cancer colorectal, qui est le premier cancer digestif, quand on parle du cancer colorectal, c'est une pathologie du sujet âgé. Actuellement, on a 7 patients sur 10 que nous prenons en charge pour un cancer du côlon ou un cancer colorectal qui a plus de 65 ans, un patient sur 2 qui a plus de 75 ans et 1 à 2 patients sur 10 qui a plus de 85 ans. Donc, le cancer colorectal, ça touche préférentiellement les sujets âgés. Alors, bien sûr, quand on parle de sujets âgés, il faut donner une définition. Une définition qui est parfois difficile à tout à fait maîtriser. Et finalement, quand on regarde un peu ce qui est disponible de la littérature, les études qui ont étudié les sujets âgés, au final, on se rapporte souvent à l'âge civil ou âge chronologique des patients. Donc il y a plusieurs définitions qui ont été données. Un rapport de l'OMS de 2001 définissait un sujet âgé comme une personne de plus de 65 ans. Dans le plan Solidarité Grand Âge, publié en 2006, la plupart des propositions qui étaient données allaient plutôt pour les patients de plus de 75 ans. Et quand on parle avec nos collègues gériatres, même s'il n'y a pas un âge précis pour hospitaliser une personne dans un service de gériatrie, on considère qu'un seuil normal, c'est 75 ans. Et l'âge moyen des patients hospitalisés dans les services de gériatrie, c'est 85 ans. Alors pour cet essai, nous nous sommes surtout basés sur une étude récente publiée dans Annals of Surgery en 2013, une étude américaine qui a essayé d'évaluer, après chirurgie gastro-intestinale majeure, est-ce qu'il y a une valeur seuil, un âge où on peut vraiment prédire la mortalité post-opératoire. Donc c'était une grosse étude, 129 000 patients. La plupart d'entre eux, 80%, avaient été opérés d'une colectomie. Et ce qu'on peut voir sur cette figure, c'est qu'à partir de 75 ans, on observe une augmentation très rapide de la mortalité post-opératoire de 5,3% tous les 10 ans. Et donc, dans la discussion de ce papier, les auteurs disaient qu'on pouvait considérer l'âge de 75 ans comme une bonne définition du sujet âgé ou du sujet très âgé. Et même, les auteurs disaient qu'à partir de cet âge, on pouvait vraiment discuter ce qui a un intérêt à faire une chirurgie gastro-intestinale majeure du fait du taux très important de mortalité post-opératoire. Alors, les sujets âgés, au moment du diagnostic, lorsqu'on fait le diagnostic de cancer du côlon, ils ont plus de comorbidité. Ils ont plus de dénutrition, ils ont moins de résistance au stress, ils ont moins de réserve physiologique, ils sont plus souvent opérés en urgence que les patients plus jeunes, probablement parce que le stade, au moment du diagnostic, le stade du cancer colique est plus important que pour les sujets plus jeunes. Et le deuxième point, c'est que une fois quand on les opère, finalement, il y a une plus grande sélection des patients. Il y a moins de patients métastatiques qui sont opérés. Quand ils sont opérés, il y a moins de chirurgie à visée curative qui est faite. Et en post-opératoire, et ça c'était très bien montré, un âge avancé est un facteur de risque de mortalité post-opératoire après chirurgie colorectale. L'âge de plus de 70 ans fait partie des 4 critères du score de l'Association française de chirurgie pour prédire la mortalité
post-opératoire après chirurgie colorectale, de même que la perte de poids de plus de 10%, les antécédents neurologiques et l'intervention réalisée en urgence. Et donc même si on opère un patient âgé d'un cancer colique en électif, à froid, il n'est pas rare que ce patient présente 3 des 4 critères du score de l'AFC. Donc plus de mortalité post-opératoire, plus de mortalité durant l'hospitalisation à 30 jours, mais cette mortalité précoce et en fait sous-estime la mortalité réelle de ces patients, puisque quand on regarde un peu les résultats à 3 mois post-opératoire, on s'aperçoit que les patients âgés vont encore décéder dans les mois qui suivent la chirurgie. Et dans cette étude, qui était une étude hollandaise, qui avait étudié notamment les cancers du côlon non métastatiques, donc les stades 1-3, on s'apercevait que la mortalité à 3 mois post-opératoire était entre 10 et 12%. Donc un patient sur 10 que l'on opère d'un cancer du côlon qui a plus de 75 ans, qui est non métastatique, va décéder dans les 3 mois post-opératoires après la chirurgie. Donc, facteur de risque de mortalité post-opératoire, et l'âge aussi, c'est un facteur de risque de morbidité post-opératoire après chirurgie colorectale. Ça avait été également montré dans une étude effectuée à partir du rapport de l'AFC et publiée en 2005. Il y avait 6 facteurs de risque indépendants de morbidité post-opératoire en analyse multivariée dans cette étude, et donc 4 pouvaient déjà être connus avant la chirurgie, c'est l'âge de plus de 70 ans, les antécédents neurologiques, l'hypoalbuminémie, donc la dénutrition préopératoire, et les antécédents cardiovasculaires. Quand on regarde un peu les complications post-opératoires un peu dans le détail, on s'aperçoit par contre que les sujets âgés ne font pas plus de complications chirurgicales. Il n'y a pas plus de fistules anastomotiques après chirurgie colique. On considère que le taux de fistule anastomotique sur une anastomose iléocolique ou colorectale suprapéritonéale, c'est de l'ordre de 3 à 4%. Mais les sujets âgés, ils vont faire plus de complications cardiovasculaires, plus de complications pulmonaires. Et ça, les résultats sont hautement significatifs. Et puis quand on regarde un peu les résultats à moyen terme, un sujet âgé qui va faire une complication post-opératoire, le retentissement de cette complication à 6 mois post-opératoire va être bien plus important. Dans cette étude hollandaise qui avait été publiée dans Lancet Oncology en 2008 et que nous avons rapporté un peu dans notre revue de la littérature sur la chirurgie du cancer du rectum chez le sujet âgé publié dans le Lancet Oncology en 2012, nous avions bien précisé qu'un patient qui fait une complication cardiaque post-opératoire, eh bien à 6 mois post-opératoire, 50% des patients qui ont fait une complication cardiaque post-opératoire va décéder de cette complication à moyen terme. Et un patient sur 4 qui a fait une complication pulmonaire en post-opératoire d'une chirurgie d'un cancer du rectum va décéder de cette complication à 6 mois post-opératoire. Et donc, c'est tout l'intérêt de savoir est-ce qu'il y a des facteurs, des choses que l'on peut changer dans notre pratique qui pourraient diminuer vraiment cette morbidité globale post-opératoire dans le groupe particulier des sujets âgés. Et une des choses que l'on pourrait encore augmenter et améliorer, c'est l'utilisation de la cystoscopie pour ce groupe bien particulier de ce patient. Alors bien sûr, l'objet de cette étude, ce n'est pas de remettre en cause la cystoscopie dans la chirurgie du cancer du côlon, c'est la voie d'abord de référence. Mais quand on regarde un peu les grands essais randomisés qui ont validé cette voie d'abord dans la chirurgie du cancer du côlon, on s'aperçoit de 2 choses. C'est que premièrement, l'âge des patients qui avaient été inclus dans ces essais ne représente pas les patients que nous prenons en charge. Il y avait des biais évidents de sélection et les sujets âgés ont été exclus de ces études. Et que deuxièmement, il n'y a que 2 essais qui ont montré un avantage de la cystoscopie en termes de complications post-opératoires. C'est l'essai de Braga et l'essai de Lassi qui étaient des essais effectivement randomisés mais monocentriques. Tous les grands essais randomisés multicentriques, l'essai Color, l'essai classique, l'essai COST, n'ont pas montré de différence de complications post-opératoires entre les 2 groupes. Et puis le deuxième point qui est très important, c'est quand on regarde un peu nos pratiques en France, on s'aperçoit que la cystoscopie, elle est sous-utilisée chez le groupe des sujets âgés. Et ça avait été bien montré dans l'étude effectuée à partir de la base PMSI, publiée dans Annals of Surgery en 2011. Donc il y avait quand même 84 000 patients qui a été inclus dans cette étude, une étude française. Eh bien, l'utilisation de la cystoscopie, elle diffère avec l'âge du patient. 33% des patients de moins de 70 ans sont opérés en France pour une chirurgie colorectale sous cystoscopie versus 22% lorsqu'ils ont plus de 70 ans.
Et donc, quand on regarde un peu la littérature, à partir des études que nous avions à notre disposition, plutôt des études rétrospectives de faibles effectifs, nous avons déjà pu montrer, à partir de ces études, qu'a priori, la cystoscopie pourrait diminuer les complications post-opératoires chez les sujets âgés, avec a priori 20% de complications après cystoscopie versus 33% après laparotomie. C'est ces chiffres que nous avons utilisés pour effectuer notre calcul d'effectifs pour cet essai. Et puis quand nous avons obtenu, donc soumis notre essai au PHRC, que nous avons obtenu le PHRC, une étude la même année est sortie dans Surgical Endoscopy, une étude japonaise qui a finalement traité du même sujet, cystoscopie versus laparotomie chez le sujet de plus de 75 ans opéré d'un cancer du côlon. Et bien finalement, cette étude nous a conforté dans l'idée qu'il fallait faire cet essai pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il s'agit d'un essai randomisé monocentrique, que l'objectif principal de cet essai, c'est la survie sans récidive à 3 ans, alors qu'on sait que les deux voies d'abord ont les mêmes résultats d'un point de vue oncologique. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est une amélioration en termes de complications post-opératoires. Et troisième point très important, c'est une étude de non-infériorité, alors que nous voulons montrer une supériorité de la cystoscopie par rapport à la laparotomie. Mais néanmoins, les essais, alors que l'étude n'était pas désignée pour ça, les études à court terme ont été publiées en 2014, et déjà, dans cette étude, avec 200 patients inclus, eh bien, il y avait une différence en termes de complications post-opératoires entre les deux groupes, 36% après laparotomie versus 23% après cystoscopie, avec un P significatif à 0,044. Et donc, d'où cet essai randomisé de phase 3 multicentrique, qui va comparer chez le sujet âgé de plus de 75 ans, opéré d'un cancer du côlon, la voie d'abord cystoscopique à la laparotomie, qui a été designé par French et qui notamment a été élaboré grâce à l'aide importante d'Antoine Brouquet et du professeur Stéphane Benoît au Kremlin-Bicêtre et à l'aide du professeur Médée Carouet à la Pitié-Salpêtrière. Donc le design de l'étude, il est très simple. Une étude phase 3 randomisée multicentrique, patient de plus de 75 ans opéré d'un cancer du côlon non en urgence, une randomisation en deux bras, colectomie sous cystoscopie versus laparotomie, une étude en intention traitée et des facteurs de stratification, le centre investigateur, la localisation de la tumeur sur le cadre colique. On pourra tout à fait randomiser des patients métastatiques, mais il y aura un critère de stratification chez les patients métastatiques, et l'âge du patient, 75-85 ans versus plus de 85 ans. Le critère de jugement principal dans notre essai, c'est la morbidité globale post-opératoire à 30 jours, et des critères secondaires, la mortalité, notamment la mortalité à 3 mois, le taux de réadmission, la qualité de la résection chirurgicale, et puis l'évaluation de la qualité de vie, et aussi l'évolution des scores gériatriques. Parce que ce qui est très important et très particulier dans notre essai, c'est que tous les patients, tous, vont avoir une évaluation gériatrique préopératoire effectuée par un gériatre du centre investigateur. Et c'est pour ça que je voudrais aussi remercier le professeur Marc Vernier de la Pitié-Salpêtrière et le docteur Pascal Chaibi de Charlefoix, qui nous ont vraiment beaucoup aidés pour le design de l'étude, et donc avec des scores gériatriques qui seront utilisés, le score MMS, IADL, ADL, le Time Get Up and Go Test et le score MNA pour la nutrition préopératoire. Les critères d'inclusion sont assez simples, patient de plus de 75 ans, adénocarcinome du côlon prouvé histologiquement ou un polype non résécable par endoscopique, une tumeur du colique non compliquée, donc pas d'intervention en urgence, pas de tumeur qui semblerait T4 au scanner qui nécessiterait une résection élargie, et puis un score MMS de plus de 15. La réalisation de l'étude, finalement très simple, le patient est vu en visite de pré-inclusion, on l'envoie au gériatre pour faire l'évaluation gériatrique préopératoire, puis la randomisation en deux bras. Les suites post-opératoires sont les suites et la prise en charge sera la prise en charge dans les centres investigateurs. On ne change pas la prise en charge. Et puis la morbidité globale post-opératoire qui sera évaluée à 1 mois post-opératoire et le suivi à 3 mois, ce qui correspond en fait au suivi normal après chirurgie d'un cancer du côlon pour les critères secondaires, la qualité de vie, la mortalité à 3 mois et l'évolution des scores gériatriques. Pour ce qui est du calcul d'effectifs, effectivement, on pourrait considérer que nos objectifs sont peut-être un peu trop prétentieux. On pourrait penser, et nous, ce qu'on pense, c'est que la morbidité globale
serait de 20% après chirurgie sous cystoscopie versus 35% après laparotomie. Mais ce qui nous a conforté dans nos choix, c'est notamment la revue de la littérature et puis cet essai randomisé japonais qui a publié ses résultats en 2014. Et donc avec un risque alpha bilatéral de 5% en puissance de 80%, 276 patients devront être inclus dans cet essai. Entre 20 et 30 centres investigateurs French sont intéressés pour participer. Et effectivement, la force de frappe et le dynamisme de French permettront de réaliser cet essai très rapidement. Et la durée de participation du patient serait de 4 mois simplement. Donc, a priori, pas de perdu de vue pour cet essai. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir parlé au conditionnel quand même. Oui. Là aussi, on attendra la suite. Ça nous fera une très belle séance d'ici quelques années avec les différents résultats que vous avez obtenus avec une très belle méthodologie. Et on va demander à Stéphane Benoît de commenter. Donc merci Gilles d'avoir présenté cet essai. Le premier commentaire que je voudrais faire, c'est... Tu l'as déjà pas mal dit dans ton introduction et tu l'as bien présenté, mais finalement, c'est pourquoi refaire un énième essai de célioscopie, puisque finalement, c'est devenu vraiment la voie d'abord qui est reconnue pour tout le monde, en tout cas pour l'adulte, et pourquoi refaire un essai spécifique chez les patients âgés. Et je crois que tu l'as très bien dit. D'abord, déjà, quand on se balade un peu et qu'on va dans un service à l'autre, tout le monde fait de la célioscopie, ne fait que ça. Et pourtant, quand on regarde les données du PMSI, en France, en tout cas en 2011, sur l'essai du PMSI, ça n'était que 23% des malades opérés d'un cancer du côlon. Et c'était beaucoup moins, comme tu l'as bien montré, c'était à 23%, c'était la moyenne, mais c'était en plus beaucoup moins chez les patients âgés que chez les patients non âgés. Et en plus, il y a une... Je ne sais pas pourquoi ça traîne comme ça, que sous prétexte qu'on va opérer le malade en laparotomie, que ça va aller un peu plus vite et qu'on va faire très vite, pour le patient âgé, ça va être beaucoup mieux et tout ça. Et qu'en fait, nous, ce qu'on pense, c'est exactement le contraire. C'est que probablement la population qui va en bénéficier le plus des avantages de la célioscopie qui ont été montrés, c'est justement les patients âgés. Et c'est pour ça qu'on veut faire cette étude et je pense qu'elle a sa place. L'autre chose, c'est qu'en chirurgie colorectale, il y a de plus en plus des programmes de réhabilitation et des programmes de réhabilitation précoce qui permettent d'améliorer considérablement les résultats. Alors qui ne sont pas toujours très simples à faire chez les personnes âgées, mais dans l'essai, moi je connais la réponse, mais c'est pour le public, c'est comment on a prévu est-ce qu'on va recommander de faire une réhabilitation précoce, parce que tout ça va conditionner aussi un peu le critère de jugement principal, et ça peut être un petit biais méthodologique si on n'a pas fait de recommandation dans l'essai. C'est ma première question en fait. Alors, donc finalement, il y a deux questions. Premièrement, c'est vrai que faire de nouveau un essai sur la célioscopie, il faut que cet essai soit positif, premier point, parce qu'on ne veut pas du tout remettre en cause la célioscopie, mais c'est qu'actuellement, déjà, on est un peu frappé parce que la célioscopie en France, pour tout patient confondu, on a encore des progrès à faire, il faut qu'on change nos pratiques. Que l'étude du PMSI, elle a bien montré qu'en plus dans le groupe des sujets âgés, qui pourrait être le groupe qui pourrait bénéficier le plus de cette voie d'abord, ils sont encore moins opérés sous célioscopie. Et quand on regarde, c'est vrai, dans nos centres, souvent on nous dit c'est mieux de faire une chirurgie rapide, le patient âgé va moins supporter les positions pendant l'intervention, va moins supporter le trait d'Ellenbourg, va moins supporter le pneumopéritoine, donc il faut l'opérer vite, il faut l'opérer par laparotomie. Ça, a priori, c'est une erreur qu'on va payer en post-opératoire immédiat et en post-opératoire à 6 mois post-opératoire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en fait, on a des recommandations de la SFCD. La célioscopie, elle est recommandée, mais quand on regarde les essais, et ça, c'est pas simplement pour le cancer du côlon, mais aussi pour le cancer du rectum, pour le cancer du pancréas, pour la cholécystite ou d'autres pathologies, on a fait des essais qui ont exclu, pour des raisons X ou Y, les sujets âgés. Et donc, malheureusement, il faut refaire ce travail de validation pour ce groupe de patients qui va être les patients qu'on va prendre de plus en plus en charge dans les années à venir, que ce soit pour la chirurgie, mais aussi pour la chimiothérapie. Il y a actuellement des essais spécifiques de chimiothérapie pour les sujets âgés. Donc ça, c'est encore un autre point. Et puis après, pour ce qui est de la réhabilitation précoce, nous, on veut que ce soit quelque chose un essai qui soit pratique, qui soit rapide à faire. On ne veut absolument pas changer les pratiques dans les différents centres. Chacun a ses protocoles. La réhabilitation précoce, je suis d'accord, c'est quelque chose qu'il faut encore améliorer. Il y a déjà des recommandations de la SFCD qui ont été publiées dans le journal de chirurgie il y a quelques années
qui disent quelle est la prise en charge standard d'un cancer du côlon post-opératoire, pas de sonde nasogastrique, un lever précoce, une reprise de la réalimentation rapide. Voilà, donc ça, c'est des choses que, a priori, on recommande tacitement dans notre essai, mais on ne veut pas changer éventuellement les programmes de réhabilitation. Et enfin, dernièrement, effectivement, il y en a qui font des analgésies péridurales. Nous, on a recommandé ou pas recommandé, c'est laisser libre au centre investigateur, mais effectivement, on essaiera de voir cette morbidité, notamment de l'analgésie péridurale en post-opératoire. Est-ce que ça augmente les hypotensions? Est-ce que ça augmente la morbidité chez les sujets? Ce sera un point qui sera très intéressant à étudier. D'accord. Le deuxième commentaire, c'est on a pris comme critère de jugement la morbidité globale à 30 jours, ce qui a été beaucoup discuté au sein de French, et notamment on voulait prendre, il y en a qui étaient plus pour prendre une morbidité spécifique, alors que tous les deux on était plus pour prendre une morbidité globale, mais d'autres avaient peur qu'on allait du coup être pollué par beaucoup de morbidité. Mais donc, à ton avis, la célioscopie, elle va faire gagner essentiellement sur quel type de morbidité? Ah oui, alors ça, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, c'est surtout, et on revient un peu sur l'essai du professeur Mariette, c'est premièrement, donc on va observer a priori plus de complications post-opératoires parce qu'on va bien analyser toutes les complications, donc on va avoir des taux de complications de 50-60%, mais nous, ce qu'on veut, c'est trouver une différence significative entre les deux groupes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à l'essai Miro, nous, ce qu'on veut, c'est surtout diminuer les complications médicales et notamment les complications pulmonaires qui, a priori, il y a déjà des anciens essais qui ont montré que la célioscopie préservait mieux la fonction respiratoire après la chirurgie. Et enfin, dernier petit commentaire, dernière question. Comme tu sais, un des gros problèmes de la chirurgie un peu lourde comme ça chez les sujets âgés, c'est le syndrome confusionnel post-opératoire. Oui. On avait fait une étude là-dessus et où on avait montré que le syndrome confusionnel en soi était quelque chose qui allait induire de la morbidité grave. Et donc, est-ce que tu penses que la célioscopie va avoir un vrai effet sur ce syndrome confusionnel post-opératoire? Alors moi, je pense, parce qu'il va y avoir moins de stress chirurgical, moins de douleur post-opératoire. Tout ceci participe à la confusion chez le sujet âgé. La confusion, c'est effectivement quelque chose qu'on va spécifiquement rechercher et spécifiquement analyser dans cet essai. Effectivement, on va observer des taux très importants de confusion post-opératoire. On a utilisé exactement le même score qui avait été utilisé dans votre étude publiée dans Annals of Surgery. C'est le score CAM, Confusion Assessment Method, qui a un score qui est très simple à réaliser, 4 critères, qui peut être tout à fait effectué par une infirmière et qui évalue très bien la confusion post-opératoire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous avons bien analysé et qui sera bien spécifié sur l'ICRF. Merci. Y a-t-il des questions? C'est un essai courageux parce que vous nous avez dit que vous avez identifié un certain nombre d'éléments qui finalement étaient des obstacles à la diffusion de la laparoscopie dans ce type de chirurgie. Alors, il y a peut-être effectivement donc les convictions personnelles, mais vous l'avez dit, il y a aussi les circonstances finalement du diagnostic, l'urgence, les tumeurs plus volumineuses. Donc c'est courageux parce que est-ce que vous craignez pas finalement que malgré tout il y ait beaucoup de conversions en laparotomie et que même finalement des résultats favorables dans la ligne de l'essai japonais vous permettent pas de diffuser la pratique régulière de la célioscopie? Après, pour ce qui est du taux de conversion, de toute façon, c'est une étude d'intention traitée, hein, donc les patients qui seront convertis seront toujours dans le groupe célioscopie, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on a quand même des critères d'inclusion, donc toutes les tumeurs volumineuses seront exclues de l'étude, donc normalement tous les patients devront avoir un scanner préopératoire. Et puis tous les patients opérés en urgence, donc quand même qui est souvent 20% des patients âgés sont opérés en urgence, seront exclus de cette étude forcément. Donc on se retrouve avec des patients qui correspondent à notre pratique standard, et a priori le taux de conversion ne devrait pas être très important.
Après, on s'aperçoit, et là il y a des papiers qui sortent, pour dire que finalement ce problème du pneumopéritoine, des positions extrêmes, du Trendelenburg, sont tout à fait bien supportés par les patients âgés. Et finalement les réticences des anesthésistes au départ pour endormir les patients et le fait que l'intervention se passe sous cystoscopie, ces réticences sont en train de diminuer. Bernard Lobel, non? Question? Oui, Bernard Lobel. Oui, je voulais vous dire que, par hasard, je viens de rentrer dans les critères d'inclusion de votre essai. Et donc... Mais vous n'avez pas de cancer du côlon. Et j'ai bien compris au long de votre exposé que plus on vieillissait, plus le risque de mourir augmentait. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il ne faut pas compter sur moi pour cet essai, parce que j'espère que je n'aurai pas le cancer du côlon, mais surtout, je ne comprends pas comment, après que vous ayez montré que finalement la laparoscopie n'était pas franchement plus mauvaise que la laparotomie, quand on entend que la laparotomie va vous laisser plus longtemps à l'hôpital, et quand on sait les suites opératoires d'une laparotomie par rapport à une laparoscopie, ça me paraît quand même extrêmement difficile de proposer à un patient. En tout cas, si vous me le proposiez, et que vous me disiez que vous pouvez faire une laparoscopie dans de bonnes conditions de tumeur et d'expérience chirurgicale, je prends la laparoscopie à tous les coups. Après, donc premièrement, je vous remercie de votre commentaire. Je vous remercie. Premier point que je voulais dire, non, c'est que nous, cet essai aussi, il veut changer les pratiques. Veut changer les pratiques alors, c'est-à-dire en France, taux de célioscopie chez le patient de plus de 75 ans, le taux de célioscopie chez le patient de plus de 75 ans, c'est moins de 20%. Donc j'ai envie de dire que c'est éthique, puisqu'il faudrait qu'on arrive à persuader les gens qu'il faut augmenter ce taux de beaucoup, puisque ça c'est la réalité française, c'est les données du PMSI. La réalité en France actuelle, c'est qu'un patient de moins de 75 ans, il y a moins d'un patient sur 5 qui est opéré en célioscopie. Et qu'après, c'est une étude en soins courants. C'est une étude en soins courants puisque les deux pratiques sont faites habituellement dans les services. Et c'est que, alors je pense qu'il va y avoir des discussions. Il faut de toute façon discuter ça avec le patient. Je crois que le patient finalement laisse le choix à son chirurgien de l'opérer dans les meilleures conditions possibles. Donc je ne pense pas qu'il y aura trop de discussions, trop de réticences en tout cas par le patient à participer à cet essai. Voilà. Ah pardon, il y a encore une question au fond. Le micro. S'il n'y a que 20% de laparoscopie chez le sujet dit âgé, est-ce que c'est la faute du chirurgien ou est-ce que c'est la faute du patient? Il me semble que c'est la faute du chirurgien. Parce que à tout patient raisonnable à qui on le propose, il va aller vers la laparoscopie si on dit que c'est mieux. Les facteurs, on peut en débattre encore longtemps dans la journée si vous voulez. Je crois que ça vient du chirurgien, ça vient de l'anesthésiste. Il y a une part de responsabilité des deux. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est changer ce chiffre de 20% en 80%, 90%. C'est ça qu'on veut changer. Voilà. Après, c'est jamais la faute du patient, de toute façon. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser la conclusion à Jean-Marie Hay. Bien, au terme de cette séance, je remercie très grandement l'Académie d'avoir accueilli les anciennes et les nouvelles essais contrôlés et associations. Et la deuxième conclusion, c'est que je suis impressionné par la qualité du travail du French et que franchement, le French, ils ont dépassé leurs anciens. Et quand on dépasse les anciens, ça veut dire que les maîtres, eux aussi, ont quand même fait leur boulot. Merci. Voilà, merci à tous les orateurs, commentateurs et tous ceux qui ont assisté à cette séance.